On va y revenir tout à l'heure. Donc, vous pouvez partager votre expérience de comment ça s'est passé. Et on a identifié ici 3 activités qui sont assez essentielles, autour desquelles vous pouvez organiser l'adoption de Microsoft 365. La première chose ici, c'est déjà d'adapter les activités aux besoins des utilisateurs. Donc, quand on parle d'adoption, on parle d'un ensemble d'activités qui vont être initiées avec pour objectif final de faire en sorte que nos utilisateurs puissent s'accaparer les solutions qu'on met à leur disposition. Donc, ces activités, ça peut être des journées de awareness, des journées de sensibilisation. Ça peut être des emails, des quiz qu'on va envoyer. Ça peut être il y a plusieurs activités qu'on peut initier, diverses activités. La meilleure manière de faire en sorte que ces activités-là soient vraiment pertinentes pour notre cible, c'est dans un premier temps de s'assurer qu'elles sont adaptées aux besoins de nos utilisateurs. Donc, la première chose, c'est d'identifier les difficultés que les gens rencontrent dans l'entreprise. Il faut éventuellement aller conduire des discussions avec chacune des équipes, voir par exemple l'équipe commerciale, quelles sont les difficultés, l'équipe des techniciens, c'est quoi les difficultés, le FDS, c'est quoi les difficultés, le management, c'est quoi les difficultés, de sorte que les activités qu'on va présenter puissent être adaptées aux besoins de chacun. Une fois qu'on a adapté nos activités aux besoins de chacun, on va impliquer le management, dans le sens où dans une entreprise qui a plus de 500, 1000, 2000 employés, c'est beaucoup plus facile de faire passer un message si ça vient de la hiérarchie que d'aller directement demander à un agent, un employé de modifier ses habitudes. Donc, il faut impliquer les managers. Il faut donc commencer la sensibilisation par le management. Il faut que ces managers puissent déjà comprendre ces outils, comprendre les bénéfices de ces outils, de ces services-là pour eux, pour leurs équipes, de sorte que s'ils voient l'intérêt, ils puissent éventuellement pousser l'adoption de ces outils. Donc, un exemple de quelque chose qu'on avait déjà fait, c'était des sessions au cours desquelles on a présenté un peu comment utiliser les outils de la suite Microsoft 365. On a fait le focus sur un outil qui s'appelait Microsoft Forms, qui s'appelle Forms, dont on n'a pas forcément parlé. Donc, on a fait le focus sur Forms. Et en l'occurrence, Forms permet de créer des formulaires à partir desquels on peut récolter des informations. Donc, pour une direction commerciale, où on a des gens qui côtoient, une direction marketing plutôt, on a des gens qui côtoient des personnes et qui ont besoin de retour d'expérience sur des produits, qui ont besoin de retour d'expérience peut-être sur des pratiques, des procédés. Et on leur donne la possibilité d'utiliser Forms pour pouvoir adresser un ensemble de clients. Et par la suite, on donne la possibilité au manager d'avoir comme un dashboard, un résumé assez global de toutes les réponses qui sont agrégées avec des informations qui sont orientées décisionnelles. En dernier lieu, une fois qu'on a adapté ces activités aux besoins des utilisateurs et qu'on a obtenu l'aval et le soutien des managers, il faut miser sur la sensibilisation. Donc, dans le sens où on met des services ou des outils à la disposition des individus. S'ils ne savent pas, ils ne vont pas les utiliser. Donc, il faut les sensibiliser, il faut les éduquer, donc les former, et il faut les accompagner. Donc, cela peut passer par la mise en place de programmes de champions internes et ainsi de suite. Donc, Jerry, qu'est-ce que tu peux ajouter dans le cas de l'adoption? Dans le cas de l'adoption, je peux dire que le plus grand travail, d'accord, c'est ce qu'on appelle la gestion du changement. D'accord, parce que les utilisateurs sont beaucoup en grid capricieux. Et
les fatigue beaucoup. Donc, c'est un volet sur lequel il faut beaucoup miser. Et cette gestion des changements, comme l'a dit Georges Emmanuel, sera vraiment mise en place directement avec le support des directeurs, des dirigeants. D'accord? Parce qu'un utilisateur lambda ne va pas utiliser le service que vous avez mis en place pour lui tant que son directeur ne l'a pas dit. Justement, Jerry, Voilà. ce que tu dis, tu as tellement raison que ça fait un peu sourire parce que ça me rappelle l'an passé, j'ai eu à conduire, à piloter un projet, notamment de conduire du changement, notamment autour de ces solutions, d'adoption de Microsoft 365 dans une institution financière et bancaire de la place. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas été tellement facile parce qu'au départ, il a fallu, heureusement, qu'il y avait un directeur de la conduite du changement avec des chefs de projet, etc., qui étaient impliqués dans le projet. Moi, en tant qu'expert, je devais éventuellement faire sortir les différentes lignes et puis pour aider les 187 collaborateurs de la compagnie à pouvoir adopter, à prendre en main tout ce qui est outils et solutions Microsoft 365. Donc, on avait énuméré dans le temps des solutions telles que Yammer, Microsoft Stream, on avait énuméré aussi Microsoft Teams, on avait pris aussi en compte la solution de Planner. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû monter un projet qu'on appelait optimisation des canaux de communication internes. Donc, pourquoi optimisation des canaux de communication internes? Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de l'institution financière en question, il y avait plusieurs canaux qui étaient utilisés. Donc, par excellence, l'outil de communication utilisé le plus en entreprise, c'est la messagerie. Donc, chacun avec son bon vieux Outlook bénéficie des emails, etc. Donc, on se rend compte que si j'ai de l'affinité avec telle personne ou bien tel utilisateur, si je dois communiquer avec lui rapidement, ou bien on travaille sur un projet où j'ai besoin d'aller rapidement avec lui, si je lui envoie un email qui n'a pas vite répondu, bon, c'est mon ami, hein, on est amis sur Facebook, on cause déjà sur Skype, on est amis déjà sur WhatsApp, on crée rapidement un groupe WhatsApp et puis paf, on commence à communiquer, se partager des informations au même titre. On commence en même temps à parler un peu de notre week-end qu'on a eu à faire, de tout ce qu'on a pu faire éventuellement le week-end et puis paf, les informations de l'entreprise se mélangent et c'est utilisé sur des périphériques personnels à des fins personnelles, sur des applications domestiques. Et ça, on s'est rendu compte que l'entreprise, à un moment donné, ne pouvait pas cerner, ne pouvait pas maîtriser le flux d'informations qui circulent et surtout comment consolider tout cela pour faciliter la prise de décision et puis améliorer surtout les résultats au niveau des projets. Donc, qu'est-ce que les dirigeants se sont dit? On va éventuellement mettre quelque chose en place qui va permettre à tout le monde d'utiliser les outils de communication de l'entreprise. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'information qui va circuler, concernant un projet, comme la messagerie, c'est quelque chose qu'on a l'impression. C'est-à-dire que je peux recevoir l'email, je peux voir l'email, faire comme si j'ai reçu, mais je ne suis pas là, je vais répondre après, tout ça. C'est compliqué. Et ça rendait la communication et puis les échanges, surtout dans la planification et dans la continuité de la mise en œuvre des projets, ça rendait ces projets-là extrêmement lents. Donc, quand on écoutait les chefs de projet, on écoutait les différents acteurs qui étaient impliqués dans ces différents cas d'usage. Ils nous ont clairement expliqué que ce serait intéressant qu'on leur mette à disposition des outils qui sont interopérables avec leur solution Outlook. Est-ce qu'il n'y a pas de solutions disponibles dans Office 365 ou Microsoft 365 qui leur permettaient d'ici là de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger plus facilement et de les rendre beaucoup plus productifs? Et c'est dans ce cadre-là qu'on a initié le projet optimisation des canaux de communication interne. Et c'est quelque chose qu'on peut venir implémenter dans vos différentes entreprises. C'est quelque chose qu'on peut le faire dans vos différentes organisations. C'est de la conduite du changement vers les solutions digitales. C'est de la conduite du changement pour l'utilisation des canaux de communication modernes. C'est de la conduite du changement vers l'informatique moderne. Et surtout, il y a eu une satisfaction parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu adoption totale. Aujourd'hui, quand je me rends dans cette institution financière, je suis totalement fier. À l'avènement du Covid 2019 en mars, mais cette organisation-là était totalement préparée.
c'est quelque chose qui les utilisateurs, un an en avant, les gens connaissaient ce qu'on appelle la notion de télétravail avec Microsoft Teams. Tout le monde utilisait du coursier au balayeur de l'entreprise. Tout le monde connaissait ce qu'on appelle Planner. Tout le monde connaissait ce qu'on appelle Microsoft Teams. Tout le monde savait qu'éventuellement, on peut créer des équipes, on peut créer des groupes, communiquer plus facilement. Les analystes BI, les managers BI arrivaient facilement à aider les différents managers, à aider les différents directeurs à facilement prendre des décisions, à comprendre tout ce qui est flux, à comprendre tout ce qui est flux d'informations et à pouvoir éventuellement aider l'entreprise à être beaucoup plus rentable et pouvoir suivre la productivité des différents utilisateurs à travers l'information qui tourne. Un autre élément, c'est qu'on a augmenté la sociabilité des différents utilisateurs au sein de l'organisation. Parce qu'avec les outils tels que Yammer, etc., l'utilisateur qui, par défaut, de façon classique, de façon professionnelle, quand il communique avec son manager, c'est de façon pro. Mais avec cette solution, grâce à Yammer, on a créé ce qu'on appelle un monde social au sein de l'entreprise, où ça permet de pouvoir créer des groupes de personnes qui arrivent à échanger de tout et de rien, mais tout ça dans une certaine règle, avec certaines éthiques. Peur du fait que non, si je vais causer sur Yammer ou je rigole un peu avec le patron, est-ce que le patron ne va pas utiliser ça contre moi après? Non. C'est l'implication de tout le monde. Le manager, il est impliqué, on lui explique comment ça se passe, voilà ce qui se passe, et on montre aux dirigeants de l'entreprise et aux managers que intégrer la sociabilité, optimiser ces genres de choses, utiliser ces canaux-là de communication au sein de l'entreprise, aider vos différents collaborateurs à envoyer leur travail à la maison au même titre qu'ils enverront aussi leur maison au travail. Parce que si vous leur permettez d'envoyer leur quotidien, leur vie sociale au travail, mais ils n'auront pas peur d'envoyer le travail à la maison. Et ce qui se passe, c'est que les 8 heures de boulot qui sont fixées ou les 7 heures de boulot qui sont fixées, vous allez voir l'utilisateur lui-même, il va étendre ces 7 heures de boulot. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la notion de télétravail. On se rend compte que les utilisateurs sont beaucoup plus productifs parce qu'il y a une satisfaction simple. Parce qu'il y a une continuité entre sa vie sociale de la maison et sa vie professionnelle du boulot. Les murs sont brisés, les bureaux sont brisés. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle la notion de nomadisme d'itinérance. Donc, d'où la rentabilité de l'entreprise est accrue. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce qu'on a eu à expliquer à ces différents managers et surtout, et il y a eu une adoption totale de la chose. Et c'est quelque chose, c'est des notions qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, surtout quand on parle de Microsoft 365 et quand on parle de ce genre de solutions, il faut prendre cela en compte. Il ne suffit pas d'acheter des licences, d'aller implémenter et configurer. Non! Le plan le plus important démarre là. Parce qu'on parle de transformation digitale. Et la transformation digitale, l'élément essentiel de la transformation digitale, c'est l'accompagnement, c'est l'éducation, c'est la gestion du changement. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à quelque chose, mais c'est normal qu'il soit réfractaire. Mais c'est normal qu'il soit réfractaire, en fait. Il faut comprendre ça. Mais il faut emmener la personne pas à pas, pas à pas. Mais cette personne-là va devenir l'as de la chose. C'est lui-même qui va devenir l'ambassadeur de la chose. Dans une deuxième compagnie où je suis passé, l'an passé encore, une compagnie beaucoup plus grande avec beaucoup plus d'utilisateurs, ce qui s'est passé, c'est que l'adoption était tellement totale qu'ils ont même nommé ce qu'on appelle des ambassadeurs de la chose. Et ces ambassadeurs qui faisaient la promotion des utilisateurs classiques, mais ils étaient devenus plus habiles. Et ils parlaient même de la solution plus que les différents IT qui pilotaient ça, ou des différents experts de la tendance digitale qui pilotaient ça. Mais c'était génial. Et c'est ça aujourd'hui le monde du travail moderne. C'est ça l'informatique moderne, contrairement à l'informatique traditionnelle. Je vous invite tous, surtout à travers ce webinaire, à vraiment réfléchir à ces différentes éventualités, à voir ensemble s'il y a possibilité qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger sur ces notions et voir comment ces adoptions-là puissent vraiment aider nos différentes compagnies, puissent vous-même vous aider à aller de l'avant et à être beaucoup plus productif. D'accord. Merci Serge. C'est très bien ce que Serge vient de dire. C'est très bien. Et pour ajouter à ce qu'il a dit, il faut amener les utilisateurs à ne pas être réfractaires aux nouvelles solutions que nous allons. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? C'est de les mettre dans des situations, dans des scénarios qui vont leur montrer en fait la puissance, d'accord, qui vont leur montrer l'intérêt d'utiliser cette solution-là. D'accord? C'est un peu ce qu'il faut faire pour permettre une gestion de changement beaucoup plus rapide et efficace au niveau de l'entreprise. Comme exemple, on va se dire que dans l'informatique traditionnelle, l'utilisateur, est-ce qu'il avait un espace pour pouvoir sauvegarder ses données?
Donc, s'il n'a pas sauvegardé ça sur une clé USB ou bien disque dur externe, bon, imaginons que ce disque dur externe, mais cette clé USB prenne un coup. Où est-ce qu'il va retrouver ces données? Imaginons qu'il a laissé ces données sur un ordinateur portable, bien, même son ordinateur de bureau. Le disque dur a pris un coup, ou l'ordinateur portable est tombé en panne, ou bien il a été volé. Où est-ce qu'il récupère ces données? D'accord? Donc, il faut pouvoir mettre en place un scénario qui va montrer à l'utilisateur, en fait, que bien qu'il se connecte à partir de n'importe quel appareil, la donnée d'entreprise sur laquelle il travaille lorsqu'il est au bureau, il peut encore l'avoir sur un autre appareil et peu importe l'endroit où il se trouve. D'accord? Et c'est en cela qu'on parlera maintenant du service OneDrive, par exemple. D'accord? Donc, c'est vraiment la plus grande partie de l'adoption, de changement, d'accord? La gestion du changement. D'accord? Alors, on va prendre rapidement, il y a une question, hein, en attendant. Il y a une question de Meda. Juste avant de continuer. Alors, il a reposé sa question. Qui? Meda? Oui. Il a reposé sa question en disant... Je veux faire l'administration Microsoft Office. Bon, je suppose que c'est de Office 365 qu'il veut parler. Exactement. À partir de mon téléphone portable. Est-ce que c'est sécurisé ou comment sécuriser l'accès? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Déjà, je vais faire l'administration de Microsoft Office à partir de mon téléphone portable. On va commencer d'abord par parler des moyens, des options qui sont disponibles. Pour ce faire, vous avez la possibilité de le faire en passant par le navigateur. D'une part, accéder au portail d'administration d'Office à partir du navigateur. Et en termes de convivialité et d'expérience, faire grand-chose. Ça peut peut-être être utilisé pour un dépannage rapide, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que éventuellement, vous n'aurez même pas la possibilité d'afficher correctement, disons, les différentes interfaces de gestion. Donc, d'une part, c'est le premier blocage, mais vous avez un outil, donc une application qui est disponible, que vous pouvez installer sur votre téléphone portable et qui va vous permettre de faire des tâches d'administration basiques qui sont liées à Office, à Microsoft 365. Maintenant, en termes de sécurité, comment sécuriser l'accès? Donc, comment sécuriser l'accès? Vous avez l'accès conditionnel. Et vous avez, en plus de l'accès conditionnel, vous avez l'authentification multifacteur. Donc, ce sera plus pour sécuriser l'accès en termes d'identité. Vérifier que la personne qui essaie de se connecter est bien celle qui est censée se connecter, que son compte, son identité n'a pas été usurpée. Donc, vérifiez déjà ça. C'est essentiellement ça. Donc, c'est possible de le faire avec votre téléphone portable, mais ce n'est pas assez convivial et vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités que vous avez sur votre ordinateur. Alors, pour ajouter à ce que Georges Emmanuel vient de dire, on va déjà parler de la sécurité au niveau du téléphone. D'accord? Je pense que c'est lorsque vous téléchargez l'application, c'est une application d'entreprise parce que ça va vous permettre de gérer les identités de l'entreprise. Donc, bien évidemment, il faudra, dans un premier temps, coder le téléphone lui-même. Il faut le chiffrer. D'accord? Et même quand vous faites un enrôlement avec Intune, lorsque votre téléphone n'est pas chiffré par défaut, Intune vous demande de chiffrer le téléphone d'abord avant de pouvoir continuer l'enrôlement sur Intune. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a les seconds points. En second point, il y a ce dont Georges Emmanuel a parlé. Nous avons l'accès conditionnel, d'accord, qui va permettre de gérer l'accès à l'application ou au service, d'accord, en vérifiant l'identité, en vérifiant si il se connecte si vous vous connectez à partir d'un appareil conforme, ou bien si vous vous connectez au service à partir d'un navigateur autorisé, ou bien en fonction
de votre emplacement réseau, c'est-à-dire en fonction de l'adresse, bien de l'adresse IP que vous avez utilisée pour vous connecter. D'accord? Ça, c'est pour ce qui concerne l'accès conditionnel. Donc, il va vérifier chacune de ces conditions-là et il va soit autoriser ou bien soit refuser l'accès. D'accord? Maintenant, ces accès-là, vous pouvez définir que ce sont des accès à, par exemple, l'application de gestion, l'application d'administration ou encore le site d'administration, etc. D'accord? Maintenant, il y a, pour terminer, comme il a dit encore, l'authentification multifacteur, d'accord? Qui permet tout simplement de vérifier que c'est vraiment vous. OK? Quelqu'un qui veut passer, qui veut faire une usurpation d'identité, on va supposer que cette personne-là n'a pas forcément votre numéro, enfin votre téléphone portable. Donc, Microsoft va générer un code pour envoyer à votre numéro. S'il y a une personne qui tente d'usurper votre identité, il faudra qu'il ait ce code-là pour pouvoir se connecter au service. Tant qu'il n'a pas ce code-là, il ne pourra pas se connecter. D'accord? Donc, c'est un peu ça le côté de l'authentification multifacteur. D'accord? Donc, je pense que déjà, du moment où on permet de télécharger l'application, d'accord, du moment où on permet de télécharger l'application, ça voudrait dire que vous devez la télécharger en fait dans un téléphone qui est bien chiffré, un téléphone qui est sécurisé déjà, d'accord, dont vous êtes le seul détenteur du code. Exactement. Faut surtout pas partager le code du verrouillage avec les enfants, avec le conjoint et tout ça. Il n'y a pas d'autres questions. On va revenir sur la slide. Donc maintenant, c'est l'occasion pour vous de participer. Et si vous avez déjà eu à utiliser Microsoft 365, on prend vos retours d'expérience. Vous pouvez partager vos questions. Bon, en termes de retour d'expérience, je pense que tout au long de cette session, on a partagé nos expériences aussi avec chacun de vous. On a partagé nos expériences. Donc, s'il n'y en a pas chez vous, on va passer à la session questions et réponses. Et si vous avez des questions, si vous avez un aspect particulier sur lequel vous voulez revenir, c'est l'occasion de poser vos questions et puis on va essayer de vous répondre. Donc, on peut le dire, hein, c'est à vous. Donc, on va se donner 2-3 minutes pour avoir des questions. Et si on n'en a pas, on va clôturer la séance. Si on a des questions, bien sûr, on est encore disponible pour les 30 prochaines minutes. Bon, on n'a pas de questions-réponses. On n'a pas de questions, donc on va conclure. On va conclure cette session. OK. On va conclure cette session. On vous remercie pour votre participation. Et à côté de ça, on va annoncer un peu les tendances pour les semaines à venir. Donc, les prochains événements pour les semaines à venir. Donc, je vais laisser la parole à Serge qui va en parler côté data, à Jerry qui va parler des événements côté Modern Desktop, et moi, je vais parler un peu des événements qui vont suivre côté Azure. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel. La semaine prochaine, déjà, on a prévu un webinaire sur tout ce qui est business intelligence, les fondamentaux surtout. Et puis, on va rentrer un peu, on va décrire les différentes spécialisations, voir ensemble comment nous pourrons réfléchir à des cursus pour les personnes qui souhaitent vraiment se spécialiser sur ce volet. Je reviens encore sur la notion de Microsoft Azure. Je crois qu'on a eu des retours depuis notre session de la fois passée. Je précise encore pour dire que je vous remercie encore. Nous